Wall Street et les marchés boursiers mondiaux qui ont largement salué cette désescalade douanière entre la Chine et les États-Unis. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Je me pose la question, je pense que je ne suis pas le seul. Quel gain politique, quel gain diplomatique l'administration de Trump a engrangé dans cette séquence? Quels sont les gains, les contreparties que Trump a pu décrocher en retirant, il faut le dire, quasi intégralement ces droits de douane sur la Chine? Rien. La réponse est simple. Donald Trump avait promis pendant sa campagne électorale des droits de douane de 60% sur la Chine. Il a annoncé, dans une séquence incroyable sur laquelle nous reviendrons peut-être, que ça serait finalement 145%. Et finalement, aujourd'hui, on est à 30% pour 3 mois. Et il va falloir voir la suite. Et donc, quand vous regardez, Donald Trump, il n'a pas obtenu un certain nombre d'objectifs qu'il pouvait avoir vis-à-vis de la Chine, pour se concentrer sur la Chine. Il n'a pas obtenu, par exemple, que la Chine s'engage à lui acheter massivement des marchandises. C'est ce qui s'était pourtant passé lors de la précédente guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, lors du premier mandat de Donald Trump, où il y avait eu un engagement de la Chine d'acheter plus de 200 milliards de dollars par an de marchandises américaines. Là, il n'y a pas d'engagement de cette nature. Il n'y a rien sur le taux de change entre le dollar et le renminbi, alors que depuis le début de la guerre commerciale, Pékin est la seule capitale qui a fait en sorte que sa monnaie colle systématiquement au dollar, alors que, par exemple, la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon ont laissé leur devise s'envoler face au dollar. La Chine, non. L'Amérique de Donald Trump n'a pas non plus obtenu l'ouverture de marchés très fermés. On sait qu'en Chine, il y a certains marchés qui sont très difficilement accessibles, qui sont protégés par toute une série de barrières réglementaires. Et là non plus, rien n'a changé. Donc, si vous faites le bilan de la guerre commerciale de Trump contre la Chine depuis le début de son arrivée à la Maison-Blanche, eh bien, le bilan pour le président américain est extraordinairement faible, voire nul. Pourtant, quand on écoute l'administration de Trump, elle a évidemment gagné son bras de fer avec Pékin. Donc, à ceux qui disent que c'est une grande reculade, encore une fois, de Trump face à la Chine, quand on est totalement apolitique et non partisan, c'est vrai, il n'y a vraiment rien. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'il a reculé alors ? Il a reculé parce qu'il y avait une pression qui était absolument terrible. Les droits de douane qui avaient été portés à 145%, c'était quelque chose d'absolument délirant. Et d'ailleurs, le ministre chinois des Finances avait dit que si ça restait à ce niveau-là, ça resterait comme une plaisanterie dans l'histoire économique mondiale. Le ministre chinois des Finances a déclaré ça. Et effectivement, il avait raison, puisque le lendemain du jour où Washington a porté ses droits de douane à 145%, Donald Trump a dit on va faire tout de même des exceptions sur l'électronique. Pourquoi sur l'électronique ? Parce que 80% des téléphones mobiles vendus aux États-Unis sont made in China. Et donc 145% là-dessus, ça faisait quelque chose d'absolument énorme. C'est la même chose pour les ordinateurs, c'est la même chose pour les puces, certaines puces du moins qui sont fabriquées en Chine. Et donc, les États-Unis ne pouvaient pas se permettre d'avoir des droits de 145%. Donald Trump, en montant ses droits à un niveau absolument hallucinant, espérait faire plier la Chine, mais la Chine avait prévu extraordinairement bien ce qui allait se passer, et elle y pensait en fait depuis 2018, depuis les premiers droits de douane de Donald Trump, et la Chine a commencé à envisager à ce moment-là son découplage avec l'économie américaine. Quand la victoire de Trump s'est profilée à l'automne dernier, ils ont envisagé très sérieusement ce qu'ils pouvaient faire en fonction des mesures qu'appliquerait Donald Trump. Droit de douane à 60%, qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est moins, si c'est plus, si c'est sur certains produits. Et donc c'est exactement la stratégie qui a été mise en œuvre de manière absolument impeccable par la Chine. Quand vous regardez l'ensemble de la séquence depuis le 20 janvier, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, chaque mesure prise par les États-Unis à l'encontre de la Chine a été l'objet d'une réplique chinoise dans les 24 ou les 48 heures, systématiquement, à un niveau un peu moins fort que le niveau américain, pour bien montrer que Pékin était plus conciliant que Washington. Ils ont mené un jeu absolument extraordinaire. Et donc, face à ce jeu extraordinaire, Donald Trump s'est retrouvé face à un mur avec
à côté de lui des consommateurs qui craignaient de devoir payer beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc Donald Trump n'a pas eu d'autre choix que de revenir en arrière. Je vous rappelle que c'est lui qui a commencé à revenir en arrière avec d'abord des exemptions. Ensuite, il y a eu la scène extraordinaire où Donald Trump a dit les Chinois m'ont supplié de négocier. Pékin a aussitôt démenti, a dit non, nous on n'a rien réclamé comme négociation. Finalement, il y a eu des négociations, mais pas à l'initiative de Pékin, contrairement à ce que disait Donald Trump. Quand vous reprenez l'ensemble de la séquence, c'est une reculade en race campagne, tout simplement. Donald Trump est parti avec ses idées, avec son a priori, avec une vision du monde qui n'était pas conforme à la réalité, à une vision du monde en général, mais aussi du monde de la consommation américaine, et c'est ça qui l'a fait reculer. C'est la réalité aussi qui lui est revenue à la figure, mais en même temps, comment il vend ça à son opinion politique, comment il vend ça aux Américains, comment habiller ça, comment une défaite peut se draper en victoire, même s'il peut se targuer d'avoir des droits de douane 3 fois supérieurs, puisque les produits chinois sont taxés à 30 et les produits américains sont taxés à 10 dans l'autre sens. Donc c'est quelque part, oui. Il peut au moins se targuer de ça. Et puis est-ce que ça veut dire... Les droits de douane sur les produits chinois, je répète, ce ne sont pas les Chinois qui vont les payer, ce sont les Américains, des entreprises ou les consommateurs américains. Donc on peut dire que c'est une victoire, mais c'est une victoire qui est même très relative. Alors pour répondre à votre question, comment est-ce que Donald Trump présente ça? Il commence par dire que c'est une grande victoire des Américains sur les Chinois. Quand ça ne résiste évidemment pas à l'analyse. Et qu'est-ce qu'il fait à côté? Il relance immédiatement l'offensive, non plus sur la Chine, et moi je pense qu'il ne touchera plus beaucoup à la Chine sur le plan commercial dans les semaines et les mois à venir, mais sur le reste du monde. Qu'est-ce qu'il a annoncé hier? Il a annoncé hier des mesures sur le prix des médicaments, en disant que les Américains payaient les médicaments trop chers et les Européens pas assez chers. Donc il déplace le conflit, il relance, il rouvre, il encaisse une défaite cuisante sur un marché, il dit que c'est une victoire et il se lance dans une autre bataille avec là, je pense, des chances de l'emporter qui sont autrement plus sérieuses sur le prix des médicaments, parce que là, il y a vraiment de l'argumentation à faire. C'est vrai que les Américains payent leurs médicaments plus cher que les Européens, et les arguments avancés par les Européens pour expliquer pourquoi ne sont pas très solides. Donc voilà comment il fait. Il commence par dire quelque chose qui est faux et pour tourner la page sur le versant avec la Chine, et il ouvre un front ailleurs. Et le vrai problème qu'il y a derrière, c'est que pour nous, Européens, ça va être beaucoup plus compliqué parce que nous, on n'a pas réfléchi comme l'ont fait les Chinois depuis des années. On a, avec la construction communautaire, on a une forme de réaction qui est beaucoup plus lente, qui est beaucoup moins unanime, qui est beaucoup moins implacable. Et donc, voilà comment réagit Donald Trump. Et il ouvre un autre front ailleurs, là où il y a plus de faiblesse que du côté chinois. Donc c'est pas, selon vous, la fin de la guerre commerciale. Moi, je me suis dit, bon, si le plus grand rival, finalement, face au plus grand rival, c'est une reculade en race campagne, ça veut dire que la guerre commerciale, au global, est terminée. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Vous savez, le 22 août 1914, il y a eu une bataille absolument effroyable où près de 30 000 soldats français ont perdu la vie. C'est le jour de la guerre de 14-18 où il y a eu le plus de morts. Et après ça, évidemment, ça s'est calmé. Et on s'est dit, ça y est, la guerre devait être brève, elle va s'achever bientôt. La guerre, elle a duré encore 4 ans. Je pense que là, nous ne sommes évidemment pas dans des circonstances aussi dramatiques, mais les États-Unis vont continuer leur offensive, et comme ils ont échoué sur la force chinoise, ils vont s'attaquer aux plus faibles. Donald Trump, quand vous regardez son action, pas seulement en matière commerciale, mais aussi en matière diplomatique, on voit bien qu'il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc là, il va chercher les gens qui sont plus faibles que lui. Et donc l'Europe, indirectement. En même temps, on voit que le Royaume-Uni a réussi à signer un deal aussi, un accord commercial. Non contraignant, vous me direz, mais... Alors, il est non contraignant. Le Royaume-Uni était moins visé par les mesures qui ont été annoncées par Donald Trump le 2 avril que le continent. Et donc... Donald Trump, il va remporter des victoires symboliques pays par pays. C'est ce qu'il a fait avec le Royaume-Uni, c'est ce qu'il a fait avec le Vietnam. Le Vietnam a dit, OK, on enlève tous les droits de douane sur les produits américains. Avec toute une série de pays, il va y avoir des deals que Donald Trump va pouvoir exhiber devant son opinion publique. Il va dire, regardez comme j'obtiens des choses. Et il va se battre comme ça, pays par pays, marché par marché. Donc, ça veut dire que quand Wall Street
qui a retrouvé, on a vu une séance euphorique hier, Wall Street qui a retrouvé ses niveaux d'avant-crise, enfin d'avant droit de douane réciproque de début avril. Les investisseurs ont tort de penser donc que cette guerre commerciale est derrière nous. Ben, soit c'est une suspension, auquel cas, ben, dans 3 mois, il va falloir voir comment ça se passe. Hein. C'est vrai aussi pour l'Union européenne, c'est vrai pour tous les pays qui ont été touchés par la suspension du 9 avril, je crois. Et donc la Chine, ça sera 1 mois plus tard. Donc il va faire ce qui se passe après la suspension. Alors évidemment, la bourse, elle a envie de croire que tout va bien se passer. Et il y a des vrais intérêts derrière hein, qui poussent à ce que les cours montent davantage. Ça, il faut pas non plus être naïf. Moi, je pense qu'on a encore de belles surprises et qu'on va encore avoir des à-coups économiques et financiers dans les semaines et les mois à venir. L'étiage douanier, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de Trump, ça semble être au moins 10%. Si on avait 10% pour tous les pays qui font du commerce avec les États-Unis, de droits de douane. Bon, avant Trump, j'ai regardé ça, si on était à 3% avant Trump 2, c'est dramatique ou pas pour l'économie américaine et mondiale d'avoir 10% de droits de douane quand on était à 3 avant? Non, ça n'est pas dramatique. C'est beaucoup moins que ce qui avait été annoncé. Enfin, Donald Trump avait dit 10% pour tout le monde et 60% pour la Chine. Donc au total, c'est beaucoup moins que ce qui avait été annoncé. Il faut voir aussi ce qui se passe de l'autre côté. Donald Trump disait les droits de douane doivent reconstituer une ressource fiscale tout à fait importante pour les États-Unis. Il avait en tête les États-Unis de la fin du 19e siècle, avant la création de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, où les droits de douane étaient la première source de recettes de l'État fédéral. Et il avait dit qu'il voulait revenir à ça. Mais avec des droits de douane de 10% sur l'ensemble du monde et 30% sur la Chine, c'est totalement impossible. Et donc, ça va lui poser un problème budgétaire absolument massif qu'il va falloir régler autrement. Et ça, c'est un autre dossier à suivre. Ouais, d'ailleurs, 30% aujourd'hui sur la Chine. Sur les 30%, il y a 20% en lien avec le fentanyl, c'est ça? Oui. Et donc, quand il y a vu la montée à 145%, il avait dit 125%, il avait dit, hop, il ne faut pas oublier les 20% sur le fentanyl que j'ai mis début mars. Et donc, oui, il y a ces 20% à l'avenir incertains. Qui pourraient être retirés à tout moment. Oui, si la Chine prend des mesures qui sont considérées comme sérieuses sur cette histoire de fentanyl, mais il semble que ce soit un prétexte, alors à ce moment-là, Washington pourrait revenir sur ces 20% et donc serait à 10% aussi sur la Chine. Vous voyez bien qu'en termes de recettes budgétaires, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, avec un taux à 10%, avec un taux qui pouvait être à 20% ou au-delà sur l'ensemble des importations américaines. Ouais, il avait promis, vous l'avez dit, Jean-Marc, on finit là-dessus, il avait promis des droits de douane sur la Chine pendant la campagne présidentielle à 60%. Donc à 60%, entre 10 et 30, on est loin du compte. Merci beaucoup. Explication. Oui, le mot de la fin pour vous? Non, tout ça n'est pas fini. Voilà, la guerre commerciale n'est pas finie. Avec la Chine, il est possible que ça soit la paix. Avec le reste du monde, je n'y crois absolument pas. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Merci à vous.